c'est une chose d'inspecter un travail fini, c'est autre chose de démarrer d'une table vide et de créer une offre. Et je dis, votre marbre technique, il est intéressant. Il n'y a pas une fois dans le document, on parle de vous en train de faire votre métier. Et là, vous sortez totalement de l'administratif individuel de l'appel d'offres et vous rentrez dans une phase consulting en fait de votre métier. N'attendez pas trop avant d'explorer d'autres pistes de développement. N'attendez pas d'être dans l'ornière avant de commencer à taper aux portes de différents consultants en disant on fait quoi? Eh bien, bienvenue à l'épisode 4 du podcast à Reconquête. On est toujours à Podblend, à Gennevilliers. J'allais dire Aubervilliers, mais non, c'est Gennevilliers. Donc, épisode 4 du podcast. Alors, pour rappel, l'épisode 1, c'était c'est quoi les marchés publics, pourquoi y aller, c'est quoi l'intérêt pour une entreprise. L'épisode 2, c'était les pièges que vous rencontrez quand vous répondez au marché public et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider là-dessus. Et l'épisode 3 était dédié aux mémoires techniques, qui est un document crucial. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un mémoire technique, il faut voir l'épisode 3, en fait, tout simplement. L'épisode 4, le thème de l'épisode, en fait, il va être focus sur un métier. Et ce métier, c'est le nôtre, en fait. Donc, c'est qu'est-ce que c'est un consultant appel d'offres ou consultant marché public? C'est à peu près interchangeable. Quels sont les prérequis pour faire ce métier? Quels outils on utilise pour faire ce métier? Et je pense que ce podcast, il peut être utile à deux types de populations. Population 1, c'est en tant qu'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas que notre métier existe. Donc, ça peut être intéressant pour elles de dire « Ah, ok, ça existe. Maintenant, j'ai l'information. Donc, je pourrais piocher ça dans ma boîte de produits et services si j'en ai besoin un jour. Si j'en ai besoin un jour, on va dire. » Et deuxième population qui peut être intéressée, ça va être plutôt côté candidat. Soit parce que vous êtes jeune, vous faites des études, vous ne savez pas ce que vous voulez faire dans la vie, vous ne connaissez pas ce métier. Ou soit vous êtes en reconversion, vous avez fait un peu d'administratif, un peu de commercial, et vous dites, tiens, je cherche un nouveau terrain de jeu, un nouveau métier. Celui-là, je ne le connaissais pas, ça peut être intéressant. Donc voilà, que vous soyez entreprise à la recherche d'un service qui pourrait aider votre boîte, ou que vous soyez plutôt côté employé, à me dire je cherche un métier, je m'emmerde un peu dans ce que je fais actuellement, je pense que ça peut être deux publics différents pour notre épisode 4 de podcast. Donc pour refaire la présentation, donc nous, notre entreprise, c'est AO Conquête, on est une TPE, on aide les entreprises à remporter des marchés publics. Je suis Philippe Courtois, je suis consultant appel d'offres, consultant marché public et patron d'entreprise, et je suis accompagné par Vincent, qui travaille avec moi depuis 1 an et demi et qui est consultant appel d'offres depuis cette même période, et qui vient du monde notamment de l'immobilier. Parce que Vincent, du coup, je sais que tu aimes bien quand je fais ça, que tu peux te présenter comme ça de manière improvisée. Yes, il n'y a pas de problème. Après, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. Moi, j'avais aucune, on va dire, expérience dans le domaine des marchés publics. On va dire le seul lien que j'avais, c'était le B2B. Parce que j'avais fait un petit virage B2B, j'avais commencé à me diriger un petit peu vers le B2B. Et je m'étais dit, les particuliers, c'est sympathique. C'est fait pour certaines personnes. C'était pas trop fait pour moi. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer. Et je dirais c'est l'aspect on va dire le plus intéressant dans ce métier, c'est multisecteur. Ouais. C'est vraiment que tu touches à plein de boîtes, que ce soit du drone, du juridique, que ce soit du service, des fournitures, des travaux. Tu touches à plein de choses différentes et en fait on apprend à avoir une culture générale du monde de l'entreprise en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant dans ce métier-là, quoi. Non, tout à fait. Alors, point que tu as amené à juste propos, effectivement, c'est un métier qui est B2B. Si demain, vous êtes consultant appel d'offres, consultant marché public, vous ne ferez que du B2B. Il n'y a pas de notion de particulier, donc c'est un point intéressant. Donc, si comme Vincent, vous avez marre du particulier, c'est un métier idéal pour vous. Et moi, c'est un métier aussi qui a été idéal pour moi dans le sens où je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Alors, je suis un peu plus vieux que Vincent, donc moi, j'ai fait 20 ans de salariat avant de créer l'entreprise. Je faisais 3-4 ans maximum par boîte, parce qu'au bout d'un moment, le secteur d'activité, je fais c'est bon, j'ai compris, etc. Donc là, c'est vrai que c'est un métier, moi, même aujourd'hui, qui me permet en fait d'adresser tellement de métiers différents. On travaille, comme tu dis, avec des gens qui font du drone, organismes de formation, traiteurs, un qui fait des toilettes chimiques pour chantier, cabinet de recrutement, si je ne l'ai pas déjà dit, plombier, électricien, enfin tout ce qui est BTP, tout ce qui est conseil, tout ce qui est service, on peut travailler avec ces gens-là. On en a un qui fait des podcasts d'ailleurs, qui n'est pas celui qui nous héberge aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on ait une discussion. Mais voilà, donc effectivement, le consultant appel d'offres, il va être amené à travailler avec tout type d'entreprise qui ont une offre B2B, du coup. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous
penser faire appel à nos services, il faut que vous ayez une offre B2B avant tout. Je pense que le fil rouge de ce podcast, il va être intéressant, c'est de présenter d'une part c'est quoi le métier, c'est quoi le quotidien, c'est quoi les outils et quels sont les prérequis pour le faire. Et ça va nous permettre du coup aussi d'ouvrir une brèche en parlant un peu plus de ce qui constitue un appel d'offres et pourquoi donc il faut des prérequis pour être bon dans ce métier-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un métier qui te plaît par rapport à ce que tu as fait précédemment? Je pense que c'est le métier qui me plaît le plus Ah ok, cool, d'accord. par rapport à ce que j'ai eu en termes d'expérience. Après, je dirais, on va dire, le seul aspect qui peut être redondant sur ce métier-là, ça va être l'administratif. D'accord. Et l'aspect le plus intéressant, plus pertinent, c'est quand même l'aspect d'analyse, quoi. C'est Ok. analyser, comprendre qu'est-ce que propose le client avec qui on travaille, comment l'adapter en fait à l'appel d'offres. C'est ça le plus intéressant, je dirais. C'est comprendre l'activité, comprendre un peu l'écosystème du public et savoir comment on peut travailler en fait avec les collectivités ou les ministères. Hein. Je D'accord. pense que c'est vraiment l'aspect qui est névralgique dans ce métier-là quand même. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de refaire un retour en arrière et de donner la définition, en fait. C'est quoi un consultant appel d'offres, consultant marché public? J'utilise toujours les deux termes parce que même s'ils peuvent être interchangeables, c'est bien d'avoir les deux vocables. On va simplifier en consultant appel d'offres. C'est quoi un consultant appel d'offres? À quoi il sert et c'est quoi l'utilité? Un consultant appel d'offres, c'est une personne qui va aider son client à mieux remporter ses appels d'offres. C'est aussi bête que ça. Et ces appels d'offres peuvent être publics ou privés. Dans notre cas, on travaille à 95% sur les marchés publics. Et c'est pour ça que j'utilise les deux vocables. Donc, du coup, ce que je propose pour le reste de ce podcast, en fait, c'est qu'on reste sur le consultant marché public, qui va être un peu plus raccord avec ce qu'on fait. Donc, un consultant marché public, c'est ça. C'est une personne qui va aider ses clients à mieux remporter ses marchés publics et éventuellement ses appels d'offres privés. Comment elle s'y prend? Ça va être du coup la suite de notre petite émission du jour. Elle va utiliser différents outils, différentes méthodes pour aider ses clients dans ce sens-là. Ce métier a 3 composantes principales que tu viens d'évoquer, c'est pour ça que je rebondis dessus. Et tu m'as dit plus redondant, c'est de l'administratif. C'est un métier qui a une forte composante administrative. Il n'y a pas que ça, mais il y a une base administrative qui fait que si vous êtes totalement écœuré d'administratif, et d'ailleurs c'est un truc intéressant, je vais rebondir après là-dessus, c'est pas que c'est sine qua non, c'est impossible, mais vous devez être capable de le faire. C'est comme faire le ménage chez vous. C'est pas un truc que vous adorez faire, youhou, mais vous devez le faire. Et le reste est plus sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi j'ai rigolé? Parce que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit l'administratif, je déteste ça. Ah, mais ça, clairement. Tu te rappelles? Et pourtant, tu es capable aujourd'hui de me dire c'est le job le plus sympa que j'ai fait malgré tout. Ah oui, non, mais après, ça, je contredis pas. Mais c'est pour ça que je rebondis. C'est qu'il y a cette couche administrative qui sera là et que soit vous allez supporter, soit vous allez détester. Mais le reste est tellement sympa que du coup, en fait, ça va s'équilibrer. Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Moi, je pense que c'est ça. Après, c'est vrai que l'administratif, il faut avoir les leviers, les automatismes, parce qu'après, c'est souvent de l'administratif, mais qui est répétitif. Ouais, je Donc, comprends. ça permet de compenser aussi. C'est pas comme si c'était de l'administratif qui est un peu varié, où il y a toujours une tâche administrative différente à faire. C'est souvent la même tâche, mais c'est ça aussi qui permet généralement de passer plus rapidement à autre chose que d'autres tâches. Je pense que c'est ça la différence avec certains métiers où c'est vraiment purement secrétariat ou rédactionnel pour remplir des démarches. C'est là où c'est différent aussi, quoi. De toute façon, alors, là, je vais rassurer 2 choses. Parce que, comme j'ai dit, il y a 2 publics qui vont être intéressés par le podcast. C'est les entreprises qui vont être intéressées pour souscrire éventuellement à ce type de service. Et si vous êtes chef d'entreprise et que vous nous regardez, l'administratif fait partie de votre vie. Donc, voilà. Si vous êtes plus côté employé ou côté je serais intéressé par ce métier, la plupart des métiers que vous allez faire vont être conseillés par l'administratif. En tout cas, si vous regardez ce type de podcast. Si vous avez envie d'être plombier ou si vous avez envie d'être conducteur de poids lourd, on est d'accord, vous n'allez pas être là-dessus. Si vous êtes dans une optique, je vais faire un métier col blanc, je vais faire un métier de bureau ou je vais faire un métier type à vocation commerciale, il y aura de l'administratif. Je peux vous le dire, moi j'ai fait du commercial terrain. Tous les commerciaux de terrain doivent remplir un CRM. La plupart des commerciaux de terrain, d'ailleurs, travaillent 4 jours sur le terrain et une journée dédiée à l'administratif. Remplir le CRM, faire les devis, compléter le pipeline, etc., etc. C'est une journée entière de votre semaine qui est consacrée par l'administratif. Donc, si vous êtes col blanc,
L'administratif fera partie de votre vie, vous aurez du mal à y échapper. Maintenant qu'on s'est dit ça, le métier de consultant de marché public, j'ai dit à 3 volets, il y a un volet administratif parce qu'on est dans la réponse à appel d'offres. Donc forcément, il y a de l'administratif qui est lié par rapport à ça, mais j'y reviendrai plus tard. Il y a une deuxième dimension qui va être une dimension de conseil. Et cette dimension, elle nécessite d'une part de savoir prodiguer le conseil, mais c'est surtout du coup d'être capable d'ingurgiter et de comprendre et d'intérioriser le contexte du client. Plutôt en périphérique du coup, parce que tu peux pas non plus comprendre en profondeur dès le départ. Bien sûr qu'une compréhension client, elle va s'affiner au fur et à mesure du temps. Mais si tout de suite, tu n'es pas capable de prendre un instantané Polaroid de ce que fait ton client tout de suite, et le truc n'est pas juste à 90%, tu ne vas pas être capable de sourcer les bons appels d'offres pour l'accompagner, tu ne vas pas être capable d'être convaincant en rendez-vous sales pour l'embarquer dans la démarche, donc tu ne vas pas signer le client. Si le client, quand tu parles avec lui, il se dit « j'ai pas l'impression qu'il comprenne mon truc », quand tu lui envoies une étude, il dit « j'ai pas l'impression qu'il ait bien compris les appels d'offres que je cherche », ce ne sera pas un client. Donc, si tu n'es pas capable dès le début de dire « ok, vous faites ça, donc ok, votre métier c'est ça, donc votre clientèle c'est ci, vous cherchez à vous développer de telle manière et vous rencontrez tel frein », le mec va dire « mais oui, c'est exactement ça ». Là, tu vas être capable de l'embarquer. Bien sûr, ma connaissance au 3e jour ne va pas être la même que ma connaissance au bout du 6e ou 9e mois où je collabore avec le client. Mais si très rapidement, tu n'es pas capable d'intérioriser ce que fait ton client, de comprendre à peu près, si tu sors du premier rendez-vous client en disant « j'ai rien compris à ce que vous faites et je ne vois pas comment je vais vous aider », le mec à te regarder, il va dire bah ok, merci pour cette heure de discussion, tu vois. Donc ça reste une nécessité. Donc volet 1 administratif, volet 2 conseil, et ce conseil ne peut démarrer que par une compréhension du client. Et ce qui veut dire du coup une capacité, je dirais, c'est plus qu'une capacité, je dirais que c'est presque un goût, une envie de nager dans différents secteurs d'activité. Moi, ça a été mon cas, ce que j'ai dit à 5 minutes. Quand je disais je m'ennuie en tant que salarié, j'ai bossé dans la santé, j'ai bossé dans le contrôle bâtiment, j'ai bossé dans le matériel électrique. À chaque fois, j'avais besoin d'autre chose. Donc moi, quand je rencontre un client que je saute du coq à l'âne en termes de secteur d'activité, c'est là, je nage dans ma piscine, c'est parfait. Si vous êtes plutôt une personne qui aimait officier dans le même secteur, qui est rassurée, ou alors vous êtes vraiment en reconversion professionnelle et vous dites ça fait 20 ans que je suis dans la santé, je ne me vois pas faire autre chose, ça risque d'être compliqué. Ou alors, vous prenez la niche d'être consultant marché public et de prendre uniquement des clients dans le domaine de la santé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais dans ce cas, il faut vraiment un CV qui le justifie. Et vous allez avoir cette difficulté en début d'activité qui est de sortir tous les clients qui ne sont pas de la santé, du coup. Et moi, je sais qu'en début d'activité, si vous êtes chef d'entreprise et que vous nous regardez, en début d'activité, vous signez tout ce qui se présente. Vous ne pouvez pas sélectionner vos clients. Donc, si quelqu'un a besoin d'être sur un appel d'offres, le mec il dit je suis électricien, il dit ah bah t'es pas dans la santé, je te prends pas. Bon courage pour faire des chiffres d'affaires. Donc, volet 1 administratif, volet 2 conseil, et volet 3, il y a un volet commercial qui est différent qui est différent du volet conseil. Le volet commercial, il est double. Ça va être la capacité de vendre votre offre en tant que consultant marché public à votre client. Donc, j'ai un prospect, c'est une agence web, et il y a éventuellement un besoin. Est-ce que je sais, je sais pas. Vous devez maîtriser le b.a.-ba de l'entretien de vente, la phase découverte, qui j'ai en face de moi, c'est quoi son besoin, s'il y en a un, comment il se développe. Si on ne parle pas de marché public, comment il développe son business, ok. C'est quoi ses relais, ok. C'est quoi ses freins, ok. Et à partir de là, d'être capable de voir de quelle manière vous pouvez vous interfacer avec ça. Donc ça, c'est... Et 2, une fois que le prospect devient client, c'est que du coup, son offre, comment je fais pour que commercialement, elle soit intéressante pour un acheteur public que je vais adresser. Donc, c'est pour ça que le volet commercial est hyper important. C'est, je vais être capable de me vendre par rapport au prospect pour transformer le prospect en client. Mais une fois que le prospect devient client, c'est, OK, votre offre, comment je vais la rendre sexy auprès des acheteurs ? Et ça, c'est un exercice de vente. C'est être capable, du coup, de prendre l'offre d'une entreprise, de se dire, OK, là où ça, c'est sympa, ça l'est moins, ça, on ne va pas forcément l'évoquer.
Ça, on va mettre le cran un peu plus loin. Mais voilà, donc c'est hyper important d'avoir ces 3 volets. Donc, c'est un métier qui est tripartite, administratif, parce que vous répondez à des appels d'offres, donc il y a forcément, vous avez bouffé du dossier, vous avez bouffé de la rédaction. Conseil, dans le sens où une fois que vous embarquez un client, j'aurais peut-être le mettre à la fin, mais on va le laisser au milieu. euh, on est constamment en échange avec nos clients. Ils ont forcément des questions sur un nouveau secteur d'activité qui est le secteur public qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut être capable, du coup, d'intérioriser leur activité pour avoir un bon conseil, des bons conseils à leur donner. Et 3, un volet commercial. Vous ne transformerez ces gens en clients qu'en étant capable de vendre votre prestation. Et vous serez capable de les aider à remporter des marchés que quand vous rendrez leur offre sexy par rapport à un acheteur public. Ce qui nécessite, et tous ces 3 pieds mélangés qui fait que vous serez un bon consultant marché public. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça paraît clair? Est-ce que Est-ce c'est qu'il n'y a clair? pas aussi, on va dire, au-dessus de tout ça, il y a le côté analytique qui chapeaute un petit peu tout, tu vois, pour imbriquer l'aspect 1, Si, 2 et si, si, 3. si, Parce qu'en fait, tout à parfois, tu fait. dois rajouter un effort plus dans l'administratif, parfois un peu plus dans la présentation Si, commerciale. on peut rajouter effectivement ce côté analyse, ouais, tout à fait. Oui, parce que l'analyse, en fait, est dans les 3. Sur la partie administrative, c'est analyser un dossier et du coup, voir ce que vous allez mettre en face. Sur la partie conseil, c'est analyser un client, analyser une situation, apporter un conseil. Et sur la partie commerciale, c'est analyser une offre et la rendre, et du coup, définir une stratégie, effectivement. Pour, toi, tu la mets en 4e catégorie. Je Pour le moi, mettrais un petit peu effectivement. au-dessus. Ouais, pour moi, c'est un background sur les 3, mais effectivement, on peut rajouter ce côté analyse. Des profils qu'on trouve premièrement, on est fin juillet 2025, on est presque au mois d'août. Le métier de consultant marché public est un métier qui est vraiment émergent. Moi, j'ai démarré en 2022, tu m'as rejoint il y a 1 an et demi. Euh, Quasiment tous les mois, on découvre de nouveaux concurrents, ou tous les 2 mois, on va dire. Non, à peu près. Ouais, après, c'est plus une constellation, je dirais. C'est pas Ouais. encore organisé Non. réellement. Et en fait, on trouve surtout des profils soit d'anciens acheteurs publics qui vont tenter leur chance dans le conseil aux entreprises. C'est un type de profil qui a son intérêt. Soit on va avoir des commerciaux. J'ai vu des profils un peu de commerciaux, genre commerciaux grands comptes, qui vont faire un peu de conseil aux appels d'offres, un peu plus rares. Et vous avez des profils qui sont plutôt issus du coup de l'entreprise, plus rares aussi, de la réponse aux appels d'offres, et qui vont du coup bifurquer. Si vous avez vu les épisodes précédents, vous savez de quel groupe j'appartiens. Mais moi, je suis un ancien de l'entreprise. J'ai répondu massivement du coup à des appels d'offres pour des grands groupes avant d'avoir travaillé côté public pour voir comment ça se passe. Donc, j'ai vu un peu les 2 casquettes. La casquette qu'on va voir le plus, c'est vraiment la casquette de acheteur public en reconversion, de ce que j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Hein. Ça va être l'acheteur public qui va profiter d'une période d'inactivité, d'une période de chômage, voire qui va garder sa casquette d'acheteur public et qui va proposer proposer des prestations de consulting à côté. C'est un profil qui est intéressant dans le sens où ils savent comment ça... C'est toujours intéressant. Si vous voulez vendre à quelqu'un, surtout dans un milieu qui est aussi opaque ou qui paraît aussi opaque pour les entreprises. Les marchés publics, les appels d'offres, il y a un côté très opaque pour les entreprises où ils se disent, j'ai l'impression que c'est un monde à part, qui parlent leur propre langue, ils ont leur propre logique. Donc le fait de venir de l'autre côté de la barrière est attrayant pour une entreprise. Et je comprends tout à fait l'entreprise qui se dit, ah bien il vient de l'autre côté du miroir, qui me paraît inaccessible, donc il vient de l'autre côté du front, donc il va être capable de m'apporter du conseil. Ce qui est le cas d'ailleurs. C'est des profils qui sont intéressants dans ce cas, surtout quand c'est des acheteurs publics qui ont officié auprès de différents types de prestations. Vous avez des gens qui ont travaillé dans un conseil départemental, puis après qui ont travaillé dans un service marché pour un hôpital, et puis après qui ont bossé dans des mairies ou dans des ministères. Donc c'est des profils qui sont intéressants. Le seul bémol que je mettrais sur ce type de profil, c'est que c'est des profils qui ont reçu énormément de dossiers d'entreprise, qui ont fait énormément d'ouverture de plis, ce qui a un avantage. Mais le désavantage, c'est qu'ils n'ont pas été de l'autre côté entreprise, là où tu montes les dossiers. C'est une chose d'inspecter un travail fini. C'est autre chose de démarrer d'une table vide et de créer une offre. Et c'est pour ça que souvent, c'est des profils qui vont avoir une difficulté
Quand tu as été de ce côté du miroir, comment t'expliquer? C'est une chose d'être un critique cinéma et c'est autre chose que Faire des films. que de faire un film. Recevoir un film qui est terminé, monté, la musique est finie, tout est fait, le choix des lumières, le lighting, tu reçois un produit fini que tu juges, c'est une chose. Et tu as des très bons critiques de cinéma. Mais si je te mets de l'autre côté de la barrière et que tu sais même pas allumer une caméra, Ça va être compliqué. ça va être dur. Tu vas vivre une belle journée. Dans le même esprit, c'est une chose d'être un critique culinaire. Et t'en as des très bons, qui ont un palais, qui savent le truc. Tu reçois un plat, il est dressé sur son assiette, il est terminé, les machins. Tu le goûtes, tu donnes un avis, c'est super. Si je t'amène en cuisine et que je te dis, tu sais quoi, en fait, j'ai un problème, j'arrive pas à régler la température, et puis mais je sais pas allumer un four. Ah bon? Bah non. Moi, je reçois un plat terminé et je le goûte. Mais ce profil-là, tu l'amènes en cuisine, tu dis, je te mets une plaque, une mode de beurre, des ingrédients, t'as une viande crue là, hop, tu me fais un plat. Il me dit, je sais même pas allumer le four, mec. Donc là, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, c'est une chose d'inspecter un travail fini. D'ailleurs, quand j'étais gamin, on disait inspecteur des travaux finis, c'était pas forcément un compliment. C'est une chose d'être de l'autre côté de la barrière et de te gratter la tête en partant de zéro et de dire comment je vais monter mon offre, en fait. Ou comment je vais monter mon film, ou comment j'ai créé mon plat. Donc, c'est des profils qui ont le mérite d'avoir goûté, vu, aperçu plein de trucs différents et qui vont être capables, du coup, à partir de là, intuitivement, de te donner une tendance et de te dire si ce que tu proposes correspond plus ou moins au standard de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Par contre, il ne faut pas leur demander de passer de l'autre côté pour allumer la caméra. C'est pas le même métier. Moi, c'est la séparation un peu privé-public. Et c'est la séparation entre être critique et être créateur. Et c'est des profils, ces acheteurs publics qui vont donner du conseil. Ils ont goûté énormément de plats, si je reste sur mon analogie. Donc, si tu leur donnes un plat à bouffer, ils sauront très vite te dire s'il est bon ou s'il est dégueulasse. Mais c'est la personne qui doit. Mais par contre, quand ils vont dire, tu peux me dire comment je peux l'améliorer, ils vont dire plus d'épices, meilleure cuisson. Tu vas dire, mais non, mais dans le détail. Non, je sais pas. Je suis pas cuisinier là. Donc ça fait une grosse différence. Donc ces profils peuvent marcher. Moi j'ai vu ces profils marcher, mais j'ai vu ces profils marcher parce qu'ils ont quitté le monde du public. Parce que j'ai bossé dans un cabinet de conseil et ils ont travaillé typiquement dans un cabinet type cabinet de conseil où ils ont eu des collègues comme moi, issus du monde de l'entreprise, qui voilà, vont du coup leur dire, je vais te montrer comment on allume un four, je vais te montrer comment on allume une caméra. Et t'apprends à cuisiner. Et je vais t'apprendre comment on cuisine. T'as goûté 10 000 plats, mais tu sais pas comment allumer une plaque à induction. Mais ça nécessite de combler cette partie-là. Mais tous ne font pas ça. C'est des profils assez rares. Donc, c'est des profils qui sont intéressants parce qu'ils ont vu énormément de dossiers. Je reste dubitatif pour avoir échangé avec pas mal d'entre eux sur leur capacité à créer ex nihilo une offre côté entreprise. De la même manière que je serais... Oups, j'ai tapé le micro. De la même manière que je serais dubitatif sur un critique culinaire qui va me dire que je t'apprends à cuisiner. Ou un critique cinéma qui va dire je t'apprends comment réaliser un film. T'as déjà touché une caméra? Mais du coup, c'est quoi le rôle de l'acheteur public? Parce que souvent on en parle, mais peut-être. L'acheteur public, il va être. Alors, le rôle d'un acheteur public, c'est d'être un acheteur public. Mais si cet acheteur public veut être consultant marché public et veut du coup donner du conseil côté entreprise, son rôle va être de goûter votre plat et de vous dire s'il est bon ou pas. Il va quand même être capable, malgré tout. C'est quand même des gens qui ont fait quand même énormément d'ouverture de plis. Donc, ils vont être capables de vous dire, en termes de conformité, si votre dossier est dans la plaque ou pas, qui vont être capables de vous dire si votre mémoire technique, si demain je le reçois, l'impact que ça aura ou non, etc. Mais par contre, partir d'un Word blanc en disant crée-moi mon mémoire de zéro, je vais être plus dubitatif. Je donne un exemple très concret d'ailleurs par rapport à ça. J'ai signé l'année dernière un client en espace vert.
Et ce client en espace vert me dit, bah, on avait un consultant marché public avant vous qui nous a fait un mémoire technique. Ok, super. Et donc, moi, je signe le client, on fait un truc, etc., etc. Alors déjà, premier signal, je n'ai pas posé la question au client parce que honnêtement, un client il rentre, il me veut me donner son argent, je prends et j'ouvre le client. Tu vois. Je reste un chef d'entreprise. Je dis, pourquoi il passe par moi s'il a eu un consultant avant? Je ne pose pas la question, moi je prends le client. À cheval donné, on ne regarde pas les dents, comme dit le dicton. Et du coup, ils signent le contrat, engagement de confidentialité, et ils m'envoient du coup leur mémoire technique. Et je vois la mémoire technique, on va parler du fond et de la forme. Sur la forme, le document, il est OK. Code couleur, présentation, le petit sommaire. OK. Je parcours. Bon. Présentation de l'entreprise, les normes ISO. Comment on recrute nos talents, nos moyens humains. Qu'est-ce qu'on fait pour la RSE? C'est pas espace vert, pardon, client, c'est dans l'élagage des arbres. C'est élagage et soin des arbres. Et tu vas comprendre pourquoi cette nuance est importante. Et je parcours ce document. Présentation de l'entreprise, les normes ISO, comment on évacue les trucs, les déchets, comment on recrute nos talents, comment on les garde parmi nous pour présenter les meilleurs moyens humains pendant toute la durée de l'entreprise et tout. Et je finis le document. Et quand je finis le document, je rappelle le client. Et je dis, votre mémoire technique, il est intéressant. Il n'y a pas une fois où on parle de vous dans un arbre. Il n'y a pas une fois dans le document où on parle de vous en train de faire votre métier. Le mec qui est dans l'élagage des arbres et dans le soin des arbres, il n'y a pas un moment dans le document où on dit, on le voit en train de scier un arbre. Pas du tout. On parle des normes ISO, comment il recrute, ses véhicules, sa zone d'intervention. J'ai fait OK. Donc, on va te reprendre de zéro, en fait. Et j'ai demandé intuitivement, ils m'ont expliqué que c'était un ancien acheteur public qui leur avait fait leur dossier. Donc, le mec était tellement, ou la dame, je ne sais pas, était tellement focus, en fait, sur les différentes cases, moyens humains, moyens matériels. J'avais la liste des véhicules, hein, j'avais tout. Mais à aucun moment, on parle de comment ils font leur métier. Il n'y a pas un moment, on parle de vous dans un arbre, ou vous en train de tailler un arbre, ou vous en train de toucher un arbre, d'ailleurs. Là, c'est plus la décomposition, en fait, de l'offre. Non, c'est j'ai des cases, c'est présentation de la société, moyens humains, moyens matériels, normes ISO, comment on recrute, sécurité, voilà. Mais votre métier, Il n'y avait pas de présentation métier. non. Il n'y a pas une photo d'un mec près d'un arbre en train de toucher un arbre. À aucun moment. C'est-à-dire que limite, tu vas sur Internet, tu tapes Lager, en fait, ouais, exactement. Et je dis, Ouais. on voit que c'est un truc très administratif, etc. Donc, juste un exemple, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, je dis que c'était très conformité, mais on ne parlait pas du métier du client et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est un profil que vous avez trouvé surtout, c'est le profil ancien acheteur public qui soit se lance et qui crée sa société, soit teste un peu la méthode et conserve son poste d'acheteur public et va donner du conseil un peu sur le côté, etc. Profil intéressant dans le sens où ils ont vu énormément de réponses à appel d'offres de petites et de grosses entreprises, mais c'est une chose d'être critique et c'est une chose d'être cuisinier. Autre type de profil que vous allez voir, c'est les profils plus commerciaux. J'ai fait du commerce, principalement commerce grand compte, et c'est des gens qui vont venir avec une approche. J'ai fait beaucoup de marchés privés. J'ai fait beaucoup de marchés privés parce que je suis un ancien de Renault. J'ai fait beaucoup de marchés privés parce que je suis un ancien de Transdev. J'ai fait beaucoup de marchés privés parce que je suis un ancien de telle grosse boîte. Et du coup, j'ai fait beaucoup de réponses à appel d'offres. Et du coup, fort de mon aura de commerce à grand compte qui a répondu aux appels d'offres, du coup, je vais conseiller les entreprises. Profil intéressant, dans le sens où, pour le coup, la dimension commerce, ils vont l'avoir. Et ce n'est pas des gens qui vont faire un mémoire technique en oubliant juste de dire quel métier vous faites. Ça, j'ai moins de crainte là-dessus. Le truc que je constate, c'est qu'il y a souvent un flou quand vous demandez, mais vous avez fait des appels d'offres privés, publics, c'est jamais très clair. Et moi, le type de profil que j'ai rencontré, souvent, c'est des gens qui ont fait beaucoup de marchés privés et qui, du coup, vont s'aventurer à donner des conseils sur du marché public, qui sont deux choses différentes qu'on ne va pas détailler dans ce podcast.
et qui vont un peu apprendre en faisant. Ils vont avoir de très beaux sites web. Ça, on pourra en parler aussi. Mais là, du coup, le désavantage par rapport au profil, avantage par rapport au profil précédent, approche très commerce, être capable de rencontrer du coup un nouveau secteur d'activité, de l'analyser, etc., etc. Par contre, faire une offre spéciale pour le public, un peu moins. Si vous venez du profil précédent, acheteur public, passez par soit un cabinet de conseil, euh, soit lancez-vous et voilà. Mais sachez que vous aurez un trou dans la raquette sur la partie commerciale. Si vous venez de ce deuxième profil que je viens de donner, commercial grand compte, beaucoup d'appels d'offres, etc., euh, dans la plupart des cas, vous avez plutôt une expérience d'appel d'offres privé. Sachez que c'est différent du public et que vous aurez un petit trou dans la raquette à combler dans cette partie-là, que vous pourrez apprendre en faisant, mais je vous invite quand même à vous faire conseiller sur cette partie. Troisième profil du coup qu'on va trouver, c'est le profil administratif. J'ai fait d'administratif appel d'offres, j'ai fait beaucoup de réponses à appel d'offres, et c'est plutôt des profils qui vont proposer des services. Je vais monter des dossiers conformes, je vais vendre du temps et de la conformité. Je suis assistante ou assistant administratif, je facture tant de l'heure, vous me donnez vos documents et je vais être capable de vous monter un dossier conforme. C'est des profils qui vont être intéressants parce que vous allez avoir du coup un dossier qui va être conforme. Tous les documents que tu connais, les DC1, DC2, etc., etc. Tout ce qui est acte d'engagement, ça va être carré. Après, ce n'est pas forcément des profils qui vont être capables de vous conseiller sur la partie commerciale, sur comment monter un mémoire technique. Tiens, j'ai une offre, on a un client en drone qui me vient en tête comme ça. Tiens, je fais du drone, est-ce que tu peux me créer mon mémoire technique? Non. Je vais faire l'administratif du dossier, mais vendre votre offre, la décomposer, ça va être votre partie. Donc, voilà les trois profils, ancien acheteur public, commercial grand compte qui a fait de l'appel d'offres et profil administratif. Du coup, je suis un peu arrivé de l'autre côté de la montagne, mais c'est pas grave. Si on résume, je vais me répéter par rapport à ce qu'on a dit au début, mais ça permet de faire atterrir l'avion et d'être sur le même truc. Le métier d'un consultant marché public, c'est d'aider son client à remporter des appels d'offres. Pour aider son client à remporter des appels d'offres, il faut qu'il soit capable de comprendre l'offre du client. Il faut qu'il soit capable, du coup, à partir du moment de comprendre ce que fait son client et son offre, de détecter les appels d'offres qui conviennent. À partir du moment où il a détecté les appels d'offres qui conviennent, c'est d'analyser ses dossiers de consultation et de voir quels sont les critères principaux qui vont nous aider à remporter l'appel d'offres. Et de là, c'est prendre l'offre du client, l'ajuster au bon moment et au bon endroit avec les bons éléments pour que ça matche avec les critères du client pour présenter le meilleur dossier. Et comme on l'a dit, ça nécessite du coup des compétences administratives, conseil, commercial, le tout chapeauté par de l'analyse. Est-ce que tu vois autre chose à compléter par rapport à tout ça? En fait, limite de ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il faudrait être un profil hybride. C'est avoir une petite composante. En fait, quand on veut faire ce métier-là, il faut plus ou moins avoir, on va dire, peut-être touché un petit peu du commercial à un moment donné dans sa vie, avoir fait de l'administratif. Ou est-ce Alors, que c'est limitatif, tu vois la question? en fait, non. Si vous rentrez dans ce métier-là, alors, soit vous démarrez de zéro, auquel cas, il va falloir apprendre un peu tout, ce qui peut être intéressant, mais ce qui peut être aussi beaucoup, beaucoup en une fois. Euh, dans la plupart des cas, vous allez venir d'un de ces profils. Si vous venez du profil ancien acheteur public, il va falloir du coup acquérir des compétences commerciales et la dimension conseil, que vous n'aviez pas, enfin, pas de cette manière-là en tant qu'acheteur. Donc, si vous venez de ce monde-là, sachez que les deux briques qui vont vous manquer, c'est celle-ci. Si vous venez du monde ancien commercial grand compte, beaucoup d'appels d'offres, etc., il va vous manquer la vision d'acheteur public que vous pouvez acquérir à force de déposer des dossiers, à force de débrief avec des acheteurs, vous allez comprendre comment ils pensent. Parce que vous n'avez pas forcément non plus le temps et l'envie d'aller postuler auprès d'un acheteur public pour voir comment ça se passe de l'autre côté, ce que je comprends à 100%. Le simple fait quand même d'échanger régulièrement avec eux et de débriefer sur vos dossiers gagnés et perdus vous permettent quand même assez rapidement de savoir à qui vous avez affaire et d'être assez familier par rapport à ça, donc de savoir comment ils pensent. Donc si vous venez de ce monde-là, vous aurez deux briques à compenser qui sont comment pensent ces fichus acheteurs publics que je ne connais pas forcément. La dimension conseil, vous devriez l'avoir, et la dimension analyse de dossier que vous allez acquérir avec le temps. Mais c'est ça qui va vous manquer. Si vous venez d'un profil plutôt administratif, je suis assistant administratif appel d'offres et je me lançais en tant que consultant marché public.
il va vous manquer du coup la dimension commerciale. D'une part, soit pour vendre votre offre, et si ce n'est pas le cas, c'est pour vendre l'offre de vos clients aux acheteurs publics. La dimension analyse, en tant qu'administratif, je pense que vous l'avez. C'est peut-être une version un peu connexe de celle-ci. Donc, il va vous manquer principalement la dimension commerciale. Donc, quel que soit l'angle par lequel vous abordez en fait cette montagne-là, sachez qu'il restera des compétences transversales à acquérir. Maintenant qu'on sait ce que c'est un consultant marché public, maintenant qu'on connaît son objectif, maintenant qu'on connaît différentes compétences, de quels outils vous avez besoin pour exercer le métier? Pas grand-chose. Je vais démarrer du plus large et après je vais aller au plus simple. Vous pouvez travailler avec un PC portable. Vous pouvez démarrer avec un PC portable et une bonne connexion Internet, c'est pas un souci. Il n'y a pas vraiment de logiciel spécifique, même si je vais en venir. PC portable, bonne connexion Internet, suite Office, un document de traitement pour les PDF. Il y a quand même beaucoup de documents PDF. Le seul outil qu'il vous faudra si vous voulez vraiment être sérieux dans le métier, c'est un agrégateur. Il vous faut un outil de veille. Quand je parle d'outils de veille, ça va être des outils de veille tels que Vector+, Double Trade, Wanao, Clécoon, Nukema, Explore. Il y en a un sacré paquet. Donc, c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais il vous faut un outil de veille parce qu'à partir du moment où vous êtes là pour accompagner vos clients, vous devez les aider du coup à sourcer des appels d'offres. Donc, avoir un agrégateur. Alors, si vous n'avez vraiment pas de budget, vous pouvez démarrer avec une veille sur France Marché. Et par contre, dès que vous commencez à avoir vos premiers règlements, commencez à prendre un outil un peu plus sérieux. Parce que vous n'aurez plus le temps au bout d'un moment de sourcer à la main tous ces appels d'offres pour vos clients. Donc en termes d'outils, non. C'est un ordinateur simple, c'est des outils bureautiques, c'est une connexion Internet. Et c'est un agrégateur qui vous permettra du coup au moins dans un premier temps, de faire le sourcing, on va dire, des appels d'offres, on va dire, pour vos clients. En termes d'outils, je pense que... Et un téléphone. Oui, ok. On va dire un téléphone pour être joignable. Voilà. C'est tout. Hein. Et puis c'est tout. Puis un outil de type pour faire des visioconférences. Mais ça, c'est du Google Meet, du machin. C'est un métier qui n'est pas restreint par la géographie. Nos clients sont sur toute la France. À titre personnel, quand j'ai lancé à Conquête, mon premier client était un client belge. Donc, complètement, c'est même pas limité par la France métropolitaine. Vos clients peuvent être partout. En termes d'outils, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? C'est quoi le quotidien ou c'est quoi la semaine d'un consultant marché public? C'est l'envoi de la veille déjà. Exactement, ouais. La tâche numéro 1, c'est ce qu'on appelle la veille. Donc, c'est que dans notre cas, après, on a des consultants qui réalisent le métier selon leurs propres critères. Mais dans notre cas, on réalise la détection des appels d'offres de nos clients. Ce qu'on appelle la veille dans le métier, donc c'est qu'on va faire un export des appels d'offres intéressants pour le client, on va faire un peu un traitement des appels d'offres inutiles qui sont sortis, parce que c'est des systèmes de mots-clés, donc tout n'est pas parfait. Et on va envoyer au client, du coup, les appels d'offres pertinents pour ce dernier. Ce qui nécessite, du coup, une compétence à faire un export de fichiers, de regarder, de faire un petit tableau Excel. Donc, ce n'est pas non plus hyper compliqué. Une fois que la veille est envoyée au client, c'est d'échanger avec lui, du coup, et d'avoir une casquette conseil pour la sélection de l'appel d'offres. Il y a différents critères qui font que ça peut être pertinent ou pas d'aller sur un appel d'offres pour le client. Et je vous renvoie dans ce cas-là à l'épisode numéro 2, si vous voulez avoir le détail sur la partie go ou no go. Le go ou no go, c'est les différents critères qui font qu'avec un client, vous avez décidé ou pas d'aller sur un appel d'offres. Mais typiquement, ça peut être la taille de l'appel d'offres, donc le montant. Si votre client fait 1 million de chiffre d'affaires et que l'appel d'offres, il fait 4 millions sur 4 ans, donc c'est équivalent de son chiffre d'affaires annuel chaque année qui se représente, il faut se poser la question de savoir si on se présente seul ou pas. Et s'il veut y aller, pourquoi pas? Mais il faut se poser la question. Je recommanderais plutôt un groupement d'entreprise ou je recommanderais d'aller sur des appels d'offres un peu plus petits. Autre critère, ça peut être le délai de réponse.
Si on est le 10 juillet et qu'il faut répondre pour le 21, on peut se poser la question de savoir si l'appel d'offres est vraiment ouvert ou si le client va être en capacité dans le délai imparti de faire le meilleur dossier. Bref, on a fait la veille, on envoie au client et ça peut être aussi par rapport à ses produits et services. Si on se rend compte que des fois, le client... Alors, il y a deux solutions. Soit le client va être enthousiaste à aller sur un appel d'offres et soit on estime il est enthousiaste, l'appel d'offres correspond, c'est nickel. Des fois, on va dire le client est enthousiaste, mais là, il vise un peu trop. Donc, des fois, votre métier, le job en tant que consultant marché public, ça va être de dire au client de freiner un peu C'est l'enthousiasme. de la régulation, en fait. C'est de freiner l'enthousiasme, des fois en disant écoute, je sais que celui-là, il te plaît, mais il est peut-être un peu gros. Il est peut-être un peu. Ça dépasse peut-être un peu les services que tu es capable de proposer. C'est pas de décider à sa place, mais c'est de dire écoute, ton enthousiasme est à tel niveau. Est-ce que tu as vu qu'il y a ça, 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 ça et ça? S'il dit oui et qu'on continue, tu dis oui. Mais au moins, tu as fait ton boulot de conseil qui est de dire voilà moi ce que j'ai détecté. Il y a des fois, par contre, c'est l'inverse. Ça va être des clients qui vont dire je sais pas. Non, mais attends, arrête de faire ton timoré. Il te demande ça, ça, ça. C'est exactement ce que tu fais. Donc, il y a des fois des gens enthousiastes où il va falloir freiner un peu l'enthousiasme. Il y a des fois des gens un peu timorés qu'il va falloir un peu accélérer. Et puis, il y a des fois où ça tombe nickel, où il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais sachez que ça fait partie aussi du job. Une fois que c'est lancé, une fois que le client se lance sur un appel d'offres, là, vous allez entrer dans une partie analyse où vous allez du coup lire le cahier des charges. Et c'est là que vous endossez du coup un rôle de chef d'orchestre. Parce que le client attend de vous que vous lui disiez quoi faire et que vous définissiez qui fait quoi dans la réponse à l'appel d'offres. Donc, c'est à vous de dire, client, tu fais ça. Donc, tu as une visite sur site, tu l'as fait. Tu as des échantillons à livrer, tu t'y colles. Tu as un bordereau de prix, un détail quantitatif, estimatif à chiffrer, tu le fais. Moi, je m'occupe de ça. On se refait un point à telle date. Donc, c'est à vous d'avoir cette partie chef d'orchestre et cette partie gestion de projet, en fait. Et de dire, la réponse, elle est pour tant. Toi, tu t'occupes de ça, ça, ça. Si tu dois solliciter des partenaires parce que tu as besoin d'eux pour un chiffrage, je te laisse faire le nécessaire. Moi, de mon côté, je te fais un plan de méthodologie, je m'occupe du reste. On se refait un point dans 10 jours sur tel truc. Donc, c'est à vous de prendre le lead et d'être chef d'orchestre là-dessus. Donc, ça demande de votre part d'avoir ce type de capacité, ce qui va demander un jump particulier pour tous les profils dits administratifs. Si vous avez l'habitude de travailler parce que vous êtes assistant administratif, vous faites de la pré-comptabilité pour vos clients, ou vous avez l'habitude que ce soit vos clients qui vous disent j'ai besoin de tel élément à telle date, et vous dites oui monsieur, et vous faites de manière carrée, etc., ça va vous demander de changer de posture. Parce que du coup, c'est à vous de dire à votre client j'ai besoin de tes éléments à telle date, moi je m'occupe de la partie, et tout sera carré à telle date. Mais pour ça, il faut que tu fasses tes devoirs. Et moi, je fais mes devoirs. On est d'accord? Donc, c'est une autre posture qui demande, et je le sais d'expérience, au profil plus administratif, avoir une posture un peu différente. Il y a des administratifs qui savent faire ça très bien parce qu'ils ont affaire souvent à des clients un peu désorganisés. Donc, ils vont avoir cette posture d'organisateur client. D'autres profils administratifs qui vont avoir un peu plus de mal à prendre ce rôle de lead. Donc, sachez que ça va être un peu demandé pour le poste et faudra apprendre cette compétence. C'est aussi bête que ça. Une fois que vous avez fait cette partie-là, donc il y a toute la partie mémoire technique, voir l'épisode 3 pour le mémoire technique parce que c'est tout un sujet. Et une fois que vous avez constitué le dossier, que vous l'avez déposé, vous avez terminé le travail au niveau de l'appel d'offres individuel. Le problème, c'est que quand vous traitez un client, vous ne faites pas qu'un appel d'offres. Donc, vous allez rentrer après dans une séquence d'appels d'offres. Et donc, une fois qu'on a répondu à un certain nombre d'appels d'offres, c'est du coup prendre une casquette d'analyse en disant écoute, cher client, c'est le 8e appel d'offres qu'on a répondu. Sur ces 8 appels d'offres qu'on a répondu, on a tel taux de transformation. Ce taux de transformation, il est satisfaisant, il n'est pas satisfaisant. Les deux sont possibles. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne nos marchés? Qu'est-ce qui fait qu'on ne gagne pas nos marchés? Et là, vous sortez totalement de l'administratif individuel de l'appel d'offres et vous rentrez vraiment dans un pilotage de compte et vous rentrez dans une phase consulting en fait de votre métier. Ça demande du coup moins de travail au profil dit plus commerciaux, parce que les commerciaux ont l'habitude de faire ça pour leurs clients. Ils sont capables d'analyser voici les chiffres qu'on a fait, c'est en baisse, c'est en hausse par rapport à l'année dernière. Voici ce qu'il faudrait pour augmenter les marqueurs. Ça, les commerciaux savent très bien faire ça. Profil administratif, il faudra monter en compétence là-dessus. Et pareil pour les profils plutôt anciens acheteurs publics.
ou du coup, c'est une compétence autre. Les profils acheteurs, parce que il y a acheteur public et il y a juriste. Les acheteurs sont peut-être un peu plus familiers par rapport à ça, parce que par rapport à leur service prescripteur, ils ont peut-être plus l'habitude de fournir ce type de data côté achat. Mais là, vous n'êtes plus acheteur, vous êtes du coup consultant. Donc, c'est d'autres types de données qu'il faudra du coup manipuler et présenter à votre client. Si vous êtes dans une dimension de création d'entreprise et que vous êtes consultant appel d'offres au titre individuel, il y a une forte dimension d'acquisition client aussi. Il y a deux cas de figure. Soit vous êtes consultant marché public, mais vous êtes salarié ou vous travaillez en freelance, donc du coup pour une structure, vous aurez moins à vous poser la question, dans le sens où la structure vous apporte les clients et vous apporte le travail à faire, et vous n'avez plus du coup qu'à traiter du coup le client. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Je travaillais dans un cabinet de conseil, j'étais salarié. On m'a dit, tiens Philippe, on a ouvert un nouveau client, c'est à toi de le traiter. Ok. Donc je suis consultant, je récupère ce nouveau client et je fais tout le travail qu'on a listé en amont. Si vous êtes indépendant, si vous êtes en création d'entreprise et que vous dites je veux créer mon activité, cette activité, celle de consultant marché public, du coup, personne ne va être là pour vous apporter vos clients et il y aura forcément du coup une dimension de je dois aller chercher du business, je dois aller chercher de la clientèle. Et là, du coup, c'est un exercice qui est difficile pour tout le monde. Et là, qui va être plus simple pour les profils commerciaux, du coup, qui va être plus compliqué pour les profils administratifs et qui va être aussi un peu plus compliqué pour les anciens acheteurs publics. Puisque c'est un exercice de vente, du coup. Donc, c'est définir une marque, définir une approche, c'est avoir une présentation qui fasse envie et c'est être capable d'embarquer, du coup, une entreprise dans votre programme ou dans votre accompagnement. Mais c'est même problème qu'on les coach, c'est même problème qu'on les... Tous les métiers de conseil, C'est en le fait. personal branding, tout ce que tu décris, en fait. En fait, c'est un exercice de conviction. C'est même pas un exercice de vente, c'est un exercice de conviction. Faut être convaincu et faut être convaincant. Vous devez être convaincu à titre individuel que les marchés publics sont vraiment intéressants pour une entreprise. Et à partir du moment où vous êtes convaincu de ce premier step, vous devez être du coup convaincant pour l'entreprise d'y aller. Et step 3, c'est convaincre l'entreprise d'y aller avec vous. Donc, c'est 3 steps en fait de conviction. 1, être convaincu par les marchés publics que c'est vraiment intéressant pour une TPE, PME d'y aller. 2, c'est convaincre le vis-à-vis, le prospect que vous avez en face de vous, que c'est vraiment intéressant pour elle d'y aller. Et 3, c'est que c'est intéressant pour elle d'y aller, mais avec vous. Et pas en prenant un alternant à l'arrache, pas forcément en embauchant tout de suite une ressource, ou pas forcément en allant voir un concurrent à vous, mais bien de travailler sur le sujet avec vous. Donc, c'est différents steps de conviction qui font que le prospect va se transformer en client. Mais du coup, c'est même plus un exercice de consultant marché public, c'est un exercice de chef d'entreprise, en fait. Et c'est la capacité, du coup, à rencontrer un prospect et de transformer ce prospect en client. C'est vraiment un écosystème. Mais S'il y a une case manquante... Exactement. Mais demain, vous ouvrez une activité n'importe laquelle, vous aurez le même problème. Faut trouver du client. Donc là, on est dans le step d'avant, en fait. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes indépendant, vous êtes consultant indépendant, freelance. C'est de développer votre clientèle ou de la créer. Mais tu dirais pas que la plus grosse difficulté quand c'est toi le personal branding de ta boîte, c'est en fait tu vends pas uniquement ton offre, mais tu te vends aussi toi-même. Bien sûr. C'est la grosse difficulté, c'est que la difficulté en fait à décorréler l'activité de la personne. Et moi, je sais que dans mon activité actuelle, je sais que pour AO Conquête, les gens achètent autant la démarche et le programme et l'intérêt qu'ils achètent aussi la personne et le parcours et le discours. La difficulté, du coup, au début, c'est super, mais si vous voulez scaler la boîte, ça peut du coup être une problématique parce que vous ne pourrez pas occuper ce rôle-là de toute éternité. Mais c'est vrai pour tous les indépendants qui regarderont cet épisode de podcast. Vous êtes créateur graphique, vous embarquez un client, vous arrivez à le convaincre, etc. Au final, le client, il a autant acheté la vision et l'intérêt business de votre solution qu'il a acheté votre enthousiasme et l'expérience que vous avez par rapport au métier. Donc, il a acheté autant votre service qu'il vous a acheté vous, en fait. Et si demain, vous faites le choix de faire ce métier de consultant marché public et que vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas freelance à qui on apporte du job, mais que vous générez votre propre activité, ce sera du coup aussi un élément hyper
hyper important. Mais donc, la notion de personal branding, ouais. La notion de personal branding est hyper importante. Et ce qui est hyper frustrant, c'est que vous pouvez être hyper compétent sur votre métier, mais l'exercice d'embarquer des clients est complètement différent de l'exercice de traiter des appels d'offres. Ça a complètement rien à voir. Après, peut-être aussi, il y a une composante, on va dire, dans le commercial, dans ton consultant, tu as la composante vraiment pure et dure commerciale, il faut aller prospecter. Et après, tu as l'autre composante commerciale, tu as la relation client tout le long qui va aussi avoir un impact aussi sur le business que tu vas générer avec ton client aussi. Tout à fait. C'est Ouais, tout à fait. deux aspects aussi. Ouais, c'est vrai. De toute façon, dans le monde des commerciaux, on parle. Il y a deux types de commerciaux. Vous avez les chasseurs et les éleveurs. Ça, je connaissais pas. Tu connaissais pas? Ouais, Ah, ça va. Pas de souci. Il y a deux types de commerciaux. Il y a les chasseurs et les éleveurs. Les chasseurs, c'est des gens où c'est les commerciaux de prospection. C'est des gens où vous dites, tu pars d'un portefeuille de zéro, tu vas me chercher des clients et tu alimentes un pipe. C'est un modèle qui est assez. Je viens de donner un exemple de ça. Dans le recrutement, ça marche beaucoup comme ça. Beaucoup de cabinets de recrutement, quand ils recrutent des consultants en recrutement, ils vont dire tu démarres avec un portefeuille de zéro, tu prends ton téléphone, tu prends ton LinkedIn et C'est de la prédation en fait. et tu vas à la chasse. Et tu vas à la chasse. C'est ce qu'on appelle des chasseurs. Les commerciaux éleveurs, c'est différent. Les commerciaux éleveurs, c'est des gens à qui tu vas leur dire voici un portefeuille de clients existants. Je veux que tu me fasses vivre ces clients. Je veux que tu m'animes ces clients. Les raisons de cette sont multiples. Un, je veux que tu augmentes leur durée de vie. C'est qu'un client qui aurait lâché l'affaire au bout d'un an, 2 ans, je veux que tu le fasses vivre plus longtemps parce qu'il se sent bien accompagné, il se sent, etc., etc. Typiquement, une agence bancaire, dans une agence de banque, c'est principalement des éleveurs. Leur but, c'est de fidéliser la clientèle, c'est d'animer le portefeuille. Tiens, on prend rendez-vous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, etc., etc. Alors que ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes dans la banque, et un seul coup, ils vous contactent. Voilà. Donc, c'est étendre la durée de vie du client. Raison numéro 2 de faire de l'élevage, c'est de faire de l'upsell. Tout ce qui est vente additionnelle. C'est-à-dire qu'on a un client portefeuille, mais on veut vendre plus à ses clients. Donc, c'est plutôt des commerciaux éleveurs. Et c'est les deux raisons principales, en fait. C'est on maintient la durée de vie d'un client qui nous aurait lâché parce qu'il n'était pas suivi. Et c'est la possibilité de générer plus de chiffre d'affaires avec ses clients existants parce qu'on va leur vendre des options différentes, parce qu'on va les faire participer, consommer un peu plus de produits et services. Voilà. Donc, mais c'est deux profils totalement différents. Là, pour revenir à ce que tu dis, il faut les deux. Ou en tout cas, moi, dans mon activité, il faut les deux. La partie chasse, qui consiste du coup à aller chasser de nouveaux prospects et à transformer ces prospects en clients, ça, c'est un commercial chasseur. Mais une fois que le client est en portefeuille, depuis 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, là, c'est avoir une casquette d'éleveur. C'est animer le portefeuille. Tiens, ça fait longtemps. Tu joues moins d'appels d'offres en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'activité... Mais c'est deux casquettes commerciales complètement différentes qu'il faut être capable du coup d'avoir. Est-ce que tu dirais pas aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais et c'est encore plus contemporain avec ce qui se passe. Tu dirais pas qu'en fait on est un bon thermomètre un peu économique en tant que consultant en marché public? C'est pas faux dans le sens où, effectivement, où les marchés publics ont toujours une perception assez particulière par rapport aux PME, aux entreprises, pour différentes raisons que je ne vais pas avoir le temps de décomposer, mais à la fois l'absence de transparence, à la fois le fait qu'on a l'impression que, voilà, pour les PME, TPE, les marchés publics, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre. Donc, quand tout va bien, les boîtes sont plutôt en mode écoute, tant que j'ai d'autres moyens de faire, si je peux éviter de plonger là-dedans, ça m'arrange parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément les compétences. Exactement. Là, on est fin juillet 2025 et on se rend compte que les entreprises sont beaucoup plus ouvertes à l'idée en fait de se lancer sur les marchés publics, ce qui du coup me laisse à penser que la conjoncture est moins facile qu'elle ne l'était il y a 6 mois, 1 an. Quand tes carnets de commandes sont pleins, t'as pas besoin de faire des théories sur des nouveaux terrains de jeu parce qu'en fait, ton fonctionnement habituel te convient.
Quand c'est pas le cas, tu commences à regarder un peu s'il y a d'autres À diversifier. à diversifier le portefeuille à d'autres terrains de jeu possibles. Et c'est vrai qu'on a des prospects en ce moment, du coup, qu'on est amené à recontacter, qui ont un discours beaucoup plus apaisé, beaucoup plus adouci, on va dire, par rapport aux appels d'offres. On se dit, OK, alors c'est intéressant dans le sens où, et je dis pas ça parce que ça va dans l'autre sens, mais dans le sens où c'est intelligent. C'est intelligent de se dire, bah, tu sais quoi, j'avais un avis sur le sujet il y a 8 mois, c'est plus le même avis aujourd'hui, parce que la conjecture n'est plus la même. Donc, vu que la météo n'est pas la même, je suis capable d'adapter ma trajectoire et donc de dire autre chose. Pas de problème avec ça. Le seul bémol que je dirais, c'est que n'attendez pas trop. Et je dis pas forcément ça par rapport au marché public. N'attendez pas trop avant d'explorer d'autres pistes de développement. Que ce soit les marchés publics, que ce soit l'automatisation, que ce soit le cold call, je m'en fiche. Mais n'attendez pas d'être dans l'ornière avant de commencer à taper aux portes de différents consultants en disant on fait quoi? Parce que si vous êtes déjà enterré jusque-là, on risque d'arriver trop tard. Et, On n'est pas des pompiers en fait en tant que consultant en marché public. Exactement. Ouais. C'est voilà. Non, mais et on se lance pas dans les marchés publics. Et je préfère dire ça tout de suite parce que il y a des confrères qui sont assez flous par rapport à ça. Moi, c'est pas mon cas. On se lance pas dans les marchés publics par désespoir. Mais plus par développement. Le but des marchés publics, c'est d'être une source annexe de développement client. Exactement. C'est pas quand l'avion commence à tomber qu'on se lance. Il y a aussi une loi de l'inertie, mais qui est due à tout marché. Quand vous vous lancez sur un nouveau marché, il y a forcément un délai avant d'avoir les premiers retours. C'est un délai qui peut être de quelques semaines, qui peut être de quelques mois, qui peut se mesurer en trimestre, mais il y aura forcément un delta. Donc, se lancer dans les marchés publics en se disant « je vais me lancer dans les marchés publics pour redresser immédiatement mon chiffre d'affaires », c'est comme si vous vous disiez je vais commencer à investir parce que j'ai du mal à payer mon loyer à la fin du mois. Ça s'anticipe en fait comme démarche. Mais c'est que ce n'est pas la même démarche. On n'investisse pas pour générer de l'argent parce que pour payer ses courses de la semaine. On investit, c'est parce qu'on veut faire pousser un arbre qui va porter des fruits sur la durée. Mais on sait qu'on plante les graines maintenant pour que ça pousse plus tard. Si vous dites je vais investir pour payer mon loyer à la fin du mois, enfin, la personne va vous dire non, enfin, limite, vous devez investir quand vous n'avez pas besoin d'argent, en fait. Et je dis pas qu'il faut que vous lancez dans les marchés publics quand vous n'avez pas besoin de clients. C'est là où va se terminer l'analogie. Mais en vous lançant dans les marchés publics, une boîte qui se lance dans les marchés publics, pour moi, c'est comme si vous ouvrez une extension de votre entreprise. Vous aviez B2B, B2C, vous ouvrez une extension secteur public de votre entreprise. Ce qui nécessite que vous ne pouvez construire une extension d'une maison que si la maison tient. C'est pas quand la maison s'effondre qu'on construit une extension dessus, en fait. C'est vrai, c'est un garage au départ en fait, le marché public. C'est un peu ça. Vous ouvrez une activité à côté. Après, on a eu de très beaux succès en marché public. On a un client récent. Il a perdu son premier appel d'offres, il a remporté le second. Donc c'est super. Au bout de 3 mois d'ouverture de compte. Donc c'est top. Le problème, c'est qu'on ne peut pas promettre ce résultat avec tous les clients. Donc, si vous vous lancez en mode j'ai la dalle, il faut que je génère du chiffre, les marchés publics, il me faut du CA dans 2 mois, limite, je refuserai l'ouverture de compte. Parce que c'est pas. Voilà. C'est comme un conseiller en gestion de patrimoine. Je veux investir parce qu'il faut que je paye mon loyer dans 3 semaines. Ça marchera pas. S'il ouvre le compte, ça marchera pas. Donc, on a déjà fait le tour de notre épisode numéro 4 de podcast. Donc, vous savez maintenant ce que c'est un conseiller en marché public. Vous savez les différents profils et les différentes compétences qu'il faut avoir. Vous avez à peu près l'idée de ce qu'est notre quotidien. Écoutez, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur notre site internet aoconquête.fr et à voir les épisodes précédents de notre podcast. Et on se dit à la prochaine. Merci à vous.